Les bisphénols, c'est un sujet compliqué et qui est plutôt du ressort des toxicologues, plus que des épidémiologistes comme moi. Mais les toxicologues, ils ont un problème, c'est qu'ils ont... Vous m'entendez? Pour rapprocher le micro. Ouais, mais ils ont tous craché sur le micro. Là, moi, je te prête mes bactéries si tu veux, mais je crois pas que ce sera forcément mieux. Bon, vous entendez mieux là? Ah ouais, non, il y a une différence entre les deux micros. Donc c'est un problème, les bisphénols, c'est un problème de toxicologie. Donc c'est compliqué parce que on parlait de science, pour faire de la bonne médecine scientifique, il faut faire des expériences chez des humains, quand on parle de médecine humaine. Et évidemment, le toxicologue, il ne peut pas faire d'expérience chez les humains. Donc il a une limite méthodologique majeure. Ouais, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Je ne vais pas prendre un individu donné et lui injecter du bisphénol pour voir ce que ça lui fait. Il n'y a aucun comité d'éthique qui va accepter ça. Donc le toxicologue, il est obligé de faire de l'observation et de se limiter donc pour les expériences, c'est-à-dire la démonstration d'une causalité. Il n'y a pas de démonstration de causalité sans qu'on fasse une expérience. Ah ben je sais pas moi. Ouais, je les contrôle. Bon. Normalement ça se met sur le menton, mais bon, d'accord. Vous m'entendez vous? Oui, en bas vous m'entendez? Toujours pas? Oui, rapprochez-vous. Bon, alors je ne sais pas comment faire là. Parce... bon, là, tu peux y aller. Là, bon, d'accord. Et donc je recommence. La médecine scientifique nécessite... Donc, je reviens sur l'idée, c'est une idée très importante, hein. La médecine scientifique nécessite des expériences pour démontrer des relations de causalité. On ne peut pas faire des expériences chez les humains de n'importe comment, et donc on ne peut pas vérifier une toxicité chez les humains. On est obligé de se contenter, si je puis dire, soit d'études chez l'animal, soit d'études d'observation. Et comme vous savez, quand on fait de l'observation plutôt que de l'expérience, on a un problème majeur, c'est que les groupes comparés ne sont pas comparables. Ils ne sont pas semblables. La seule manière d'avoir des groupes comparables quand on fait des expériences, c'est de tirage au sort. Et évidemment, quand on fait de l'observation, on ne peut pas faire de tirage au sort. C'est comme lancer les dés, hein. Si vous lancez 100 fois les dés, vous avez l'effet du hasard disparaît. C'est cet effet du hasard que le médecin, que le scientifique cherche à contrôler, hein. D'accord pour tout le monde là? Ok. Donc là, sur la toxicologie des bisphénols, on a une limite fondamentale, c'est qu'on ne peut pas faire d'expérience chez les humains, et donc on doit se contenter soit de données d'observation, soit d'expériences conduites chez des animaux. Et les animaux en général sont des rongeurs, souris et des rats, et comme vous savez, nous ne sommes pas des gros rats. Bon, ça, d'accord. On n'est même pas des petits porcs, vous voyez, je veux dire. Enfin, si, certains d'entre nous, mais bon. Alors, parler des bisphénols, c'est en fait revenir aux perturbateurs endocriniens dont on avait parlé tout à l'heure. Alors, j'y reviens très vite, hein. La définition du perturbateur endocrinien, c'est toute molécule ou agent chimique ayant des propriétés hormono-mimétiques. Pourquoi hormonaux? Parce que les glandes endocrines, par définition, sécrètent des hormones. Et c'est décrit comme une cause potentielle d'anomalies physiologiques. Alors, les perturbateurs endocriniens, ils agissent à très faible dose. Vous voyez, donc la notion de seuil toxique, là, déjà, s'affaiblit considérablement, puisque, comme tu l'avais très bien dit, mais je répète un peu ce que tu as dit, mais bon. Donc le fait que ça agisse à très faible dose, c'est à nouveau une difficulté, parce que ce que l'on aime bien en toxicologie, c'est ce qu'on appelle l'effet dose, c'est-à-dire plus j'augmente les doses et plus j'ai l'effet nocif potentiel.
Donc la façon de raisonner traditionnelle des sociétés savantes, des gouvernements, des ministères et tout ce que vous voulez, là, est prise en défaut par cette notion de perturbateur endocrinien. En plus, on commence quand même avec le temps, avec les observations, avec des études chez l'animal, on commence à avoir des doutes, mais on se heurte très vite dans ce problème des perturbateurs endocriniens au lobbying de l'industrie. Et pas simplement à l'industrie pétrochimique, mais là, bon, il y a des intérêts considérables en jeu. Et vous imaginez bien que c'est comme pour le tabac, on a toute l'histoire de l'intoxication tabagique, on connaît les méthodes de l'industrie pharmaceutique, là vous êtes face à une difficulté majeure. Hein. Alors, si on laisse de côté ce problème social, politique ou économique, parmi les perturbateurs, on a des composés naturels. Par exemple, les champignons. Sur certaines cultures se développent des champignons qui ont des effets hormonaux. Bon, ils en ont mis un exemple là, mais vous avez aussi des phytoestrogènes naturels que vous trouvez tous les jours dans vos aliments. Vous buvez de la bière, ben vous avez des flavonoïdes. Vous mangez du soja et vous avez encore des polyphénols qui ont des effets hormonaux. Alors pour le soja, c'est un grand classique. Hein. C'est même utilisé comme médicament dans le traitement de la ménopause ou des effets de la ménopause. Personne ne va aller dire que le soja est un poison. Certains peuvent le dire, mais je veux dire, disons que c'est pas au premier plan pour le moment. On peut discuter de ça, je suis bien d'accord. Et puis il y a les composés synthétiques ou chimiques, et vous voyez que là, on a très nombreux, et parmi ceux-là, les bisphénols. Alors vous voyez que le problème des champignons qui se développent notamment sur les céréales, soit pendant la culture, soit pendant le stockage, et qui ont des effets hormonaux, on va dire ça comme ça, c'est un problème majeur pour l'industrie agroalimentaire. Et les autorités ont défini des niveaux acceptables de ces champignons perturbateurs endocriniens. Et les agriculteurs, ils sont confrontés à ça. Hein. Ils ne peuvent pas commercialiser des plantes, notamment des céréales, qui ont des niveaux de ces perturbateurs endocriniens naturels, comme ça. Et donc, s'ils veulent commercialiser leurs produits, il faut qu'ils se débarrassent des champignons. Vous voyez, on est sévère avec les agriculteurs, mais eux, ils sont confrontés à des problèmes majeurs. Et donc, ils vont utiliser des fongicides. Vous voyez, ils balancent entre le champignon perturbateur endocrinien et le fongicide qu'ils sont obligés d'utiliser, quelle que soit la façon dont ils ont fait pousser leurs céréales. Ils ont le champignon, il faut se débarrasser du champignon. Comment faire? Alors, vous allez me dire, il y a des agriculteurs écologistes qui ont des méthodes, peut-être. Mais quand vous êtes exportateur et que vous avez des milliers d'hectares de céréales, je vais vous dire, là, ça devient un problème. Donc, ils sont confrontés à ça. Et vous voyez, par exemple, dernièrement, on est le 7 novembre 2019, il y a le problème ce qu'on appelle les SDHI. Ce sont des fongicides qui sont massivement utilisés chez nous pour les blés, avoine, orge, sel, etc. Et que vous avez dans vos assiettes. Mais c'est pour vous protéger. Ouais, qu'est-ce que vous préférez, la peste ou le choléra? Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais quand on est dans ce domaine, il faut être à la fois prudent et bienveillant pour tout le monde, parce que on est confronté à des problématiques très compliquées. Vous voyez. Et puis alors avec le réchauffement climatique, vous aurez d'autant plus de champignons. Alors nous, par exemple, on surveille beaucoup les viticulteurs,
toutes sortes de raisons professionnelles. Et les viticulteurs, vous voyez, si vous êtes dans les Corbières, c'est pas la même chose que si vous êtes en Bourgogne. Parce que c'est pas la même humidité, c'est pas les mêmes champignons, donc vous êtes confronté à des problèmes très très différents. Hein, si vous faites de la vigne en Sicile, vous faites pas de la vigne en Alsace. Bon, donc ces perturbateurs endocriniens. Alors vous voyez là, très récemment, le 7 novembre 2019, dans une grande revue, c'est des investigateurs français. Eh ben, ils montrent que je traduis, we first established that a human. Alors, pardon. Nous sommes les premiers à montrer que les inhibiteurs des SDH c'est la succinate déshydrogénase, inhibiteur c'est le fongicide. La succinate déshydrogénase, hein, c'était un système enzymatique majeur dans la mitochondrie, c'est-à-dire dans la respiration cellulaire. Chez les humains, chez les plantes, tout le monde. Vous voyez, donc enfin pas les plantes parce qu'elles n'ont pas des mitochondries, mais donc là vous attaquez à une cible majeure chez les champignons, mais aussi chez nous. Et donc ils expliquent qu'ils sont les premiers à avoir montré, mais sur des cultures de cellules, la toxicité des SDHI, hein, voilà, les humains, les abeilles, les vers de terre et tout ce que vous voulez. Donc, grande alerte. Ça, c'était une introduction pour vous montrer que le problème, il est compliqué et que les grandes déclamations médiatiques ou ministérielles, il faut rester très froid et essayer d'analyser les problèmes de manière le plus rationnelle possible. Alors, j'en arrive au bisphénol. Alors, pourquoi les bisphénols? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? Ben, vous voyez, ce sont des structures très particulières. Ça, c'est un cycle phénol. Alors, il y en a deux. Et puis là, il y a deux groupes méthyl. Alors là, on explique comment c'est fabriqué. Ce sont des produits chimiques. Hein. Et puis ça, donc, c'est le bisphénol A. Et puis le S, vous avez un soufre entre les deux cycles. Alors, le bisphénol A, il a fait l'actualité pendant de nombreuses années parce qu'il y en avait à peu près partout dans notre alimentation, notamment dans les containers et notamment dans les biberons des bébés. Les conteneurs, toute boîte de conserve, etc. Vous savez, quand il y avait un film blanc à l'intérieur de la conserve, ça veut dire qu'il y avait du bisphénol. Et ça, c'était pour vous. Hein, vous ne pouviez pas y échapper. Alors, après une très longue controverse, donc c'est un xénoestrogène qui est présent partout maintenant dans l'environnement. On y est, nous, les humains, exposés via notre alimentation, et notamment l'eau de boisson, mais aussi la poussière. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est toxique. Alors je ne rentre pas dans les différents effets toxiques. Et cette toxicité peut donner lieu à une augmentation du risque d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et vous voyez pourquoi moi je regarde ce truc-là, c'est parce que... Alors, et là vous voyez, on est en juin 2019, et qu'est-ce que ces gens-là nous disent? C'est Laura Vandenberg, c'est une américaine qui a vraiment beaucoup travaillé sur le bisphénol A. Alors je ne vais pas vous traduire tout ça, mais c'est pour... Vous voyez, c'est publié dans une grande revue, hein, c'est Nature. En principe une grande revue, et là elle nous explique qu'ils avaient obtenu des fonds pour travailler sur le bisphénol A. Alors c'est la grande étude Clarity BPA, et puis même vous voyez entre scientifiques ils étaient arrivés à une certaine conclusion entre eux, et puis quand c'est remonté au niveau de la FDA, c'est-à-dire l'autorité, alors ils ont enlevé tout ce qui était embêtant pour les industriels, et les scientifiques qui avaient fait le travail, ils n'étaient pas du tout contents, mais là ça s'est arrangé, on va dire, à l'amiable, puisqu'ils ont obtenu un article dans un grand journal pour dire « We disagree », on n'est pas d'accord du tout avec les conclusions de la FDA. La FDA disait, bon, ben d'accord, c'est toxique, mais aux doses utilisées, ça l'est pas. Et les scientifiques, eux, indépendants, académiques, on va dire, c'est pas forcément une bonne référence, mais c'est mieux que rien. Eux, ils disent, ben non, c'est toxique, quelle que soit la dose, chez les humains. Alors c'est vrai que chez les humains, comme je vous ai dit, on n'a pas d'études expérimentales. Hein, on n'a pas donné du BPA
enfin du bisphénol A à des humains pour voir ce que ça faisait. Bon, alors, finalement, je vais résumer un peu ça, hein. Finalement, on a obtenu l'interdiction du BPA aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et notamment pour les aliments pour bébés, et notamment pour les biberons en plastique. Vous voyez? Bon, alors je reprends un peu l'historique du BPA. En fait, il a été mis au point pour en faire un médicament avec effet hormonal. Et puis finalement, on a préféré utiliser d'autres oestrogènes, et finalement, le BPA ne sera jamais commercialisé comme un médicament. Par contre, il va être récupéré par l'industrie chimique. Pourquoi? Parce que c'est résistant à la chaleur. C'est finalement quelque chose comme un protecteur résistant à la chaleur. Alors, je vais vous montrer 2 ou 3 exemples. Mais évidemment, alors, il y en avait partout, hein. Les plastiques de stylo bille, des conteneurs pour micro-ondes, des vernis, des revêtements internes, des boîtes de conserve, des cubes de vin, des résines, etc. Donc, il y en avait partout. Et quand ça a été attaqué, l'empire du plastique, évidemment, contre-attaque. À mon avis, ils auraient mieux fait d'éviter, parce qu'ils vont trouver très vite des alternatives au BPA, et ça sera le BPF, le S, le M, le B, etc. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que vous condamnez d'un côté le BPA, vous êtes content, vous avez gagné, mais l'industriel, lui, il va chercher des alternatives, évidemment, mais les alternatives, il va les utiliser sans faire des études de toxicologie, vous voyez. Et donc ça, c'est un problème, parce qu'on va se demander, mais est-ce que le médicament n'est pas pire que le mal? Et voilà ce qui se passe, hein. Là, on est le 19 juillet 2019. Bisphénol S, c'est le journal Le Monde, une substance très persistante. Et alors, bon, toujours de manière spectaculaire et un peu ridicule dans ce genre de journaux, une étude lève le voile sur la façon dont est métabolisé ce composé chimique hormonalement actif. Vous voyez, on parle du S. On a éliminé le A et on se retrouve avec le S. T'es d'accord? Tout à fait. Bon. Mais vous voyez que... Alors bon, c'est utilisé vous voyez, par exemple, hein, thermal reaction. Quand vous prenez l'avion et qu'on vous met une étiquette, ouais, donc c'est des produits très utiles, hein, parce qu'il ne faut pas que l'étiquette s'abîme, de votre bagage s'abîme pendant ça peut être sous la pluie, sous la neige, etc. Vous avez intérêt, hein, et donc pour l'industriel, c'est utile. Sauf que ce genre de papier... Alors, si vous êtes bagagiste à l'aéroport, en général, vous verrez, ils ont des gants. Donc on secoue ses gants. On se demande pourquoi ces gens ont des costumes protecteurs, etc. Mais effectivement, parce que le bisphénol B, il se disperse très très vite. Vous voyez, il se disperse dans l'alimentation, mais aussi dans l'environnement. Et pour eux, manipuler des valises, c'est avoir... Vous voyez, une contamination. Et donc, alors, là, en ce moment, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était intéressant d'en parler, c'est que, voilà, est-ce que le bisphénol S est une alternative au bisphénol A en termes de potentiel fetal exposure? Alors, comme disait Isabelle, les perturbateurs endocriniens, ils sont particulièrement toxiques à certaines périodes de l'existence, et notamment pendant la vie fœtale ou les premières années, en fait, quand les organes sont immatures. Alors voilà, ça c'est une étude intéressante qui a été... Alors, je vous ai dit, on ne peut pas faire d'expérience chez les humains. Donc on utilise des moyens détournés, si vous voulez. Donc là, ils ont monté un programme, un modèle de placenta humain perfusé. C'est pas une femme enceinte, hein, vous voyez, et donc ils font des grandes déclarations. Voilà, et donc ils nous disent le placenta est plus efficace pour empêcher le passage, voilà, fetal exposure, du BPS que du BPA. Donc c'est quelque part, c'est rassurant. Alors le bisphénol, évidemment, ils sont aussi métabolisés,
Et donc ils disent maternofetal transfer bisphénol S, glucuronide was almost non-existent. Oui, mais c'est un modèle de placenta perfusé. C'est pas Madame Dupont avec son bébé. Vous voyez, donc il faut prendre ça avec beaucoup de précaution. Alors vous avez des études, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque mon collègue va m'agresser, je suppose. Mais vous voyez, certains disent ce n'est pas dangereux, ce BPS, et d'autres disent le contraire. Mais dans toute controverse scientifique, il faut accepter que l'aiguille passe d'un pôle à l'autre. C'est normal, on ne peut pas se mettre d'accord tout de suite, mais quand on est des scientifiques sérieux et indépendants, on respecte les autres, c'est ce qui ne se passe pas avec... Quoi? Dis-moi ce que tu veux dire. Non, mais ça va, c'est très bien. Oui. Et donc la moindre des choses, c'est le respect, l'écoute mutuelle, et puis finalement, on discute et on arrive à un espèce de consensus. Alors, vous voyez qu'on nous sommes dans une période incroyable de l'évolution des sociétés où les gens ne se supportent plus. Si vous êtes pour, vous êtes contre. Alors c'est pour les vaccins, c'est pour le glyphosate, c'est pour tout ce qu'on veut. Même au niveau des scientifiques, les discussions sont quasiment impossibles et toute controverse se transforme en bataille, voire en guerre terrible. Hein. Bon. Alors il y a des intérêts et tout ça, mais même au niveau des scientifiques eux-mêmes, oui. Bon. Alors pour eux, là, ceux-là, ils disent que c'est un problème. Alors il y en a qui ont fait une étude très intéressante, vous voyez, ils ont regardé si ils ont mesuré les concentrations de bisphénol S pendant la grossesse, et puis ils ont regardé si le risque d'accouchement prématuré était lié au taux. Alors ils ont étudié plusieurs perturbateurs endocriniens, de parabènes et le BPS. Et là, ils ont constaté qu'il y avait que chez les femmes qui avaient un accouchement prématuré, eh ben, les taux de BPS étaient supérieurs. C'est une observation. C'est pas une relation de causalité. Vous voyez, on est toujours avec cette limite-là parce que tout simplement, ces femmes qui ont un accouchement prématuré, qui peuvent même avoir perdu leur bébé, elles ont peut-être un BPS plus élevé que celles qui n'ont pas eu d'accouchement prématuré, mais elles peuvent avoir bien d'autres choses qui peuvent expliquer l'accouchement prématuré. C'est peut-être un facteur, mais c'est certainement pas un facteur. C'est pas, enfin certainement pas. On ne sait pas en fait. Vous voyez. Alors vous avez des études là, je m'arrête. Hein. Donc vous avez des études chez le porc. Bien sûr, c'est intéressant, mais nous ne sommes pas des porcs. Enfin, la plupart d'entre nous. Alors vous voyez, ça c'est des études très intéressantes aussi. Ça c'est une étude espagnole, mais vous voyez. N égale 120, donc pour un épidémiologiste, c'est un échantillon qui est petit. Et donc les conclusions qui peuvent être extraites d'un échantillon de 120, c'est intéressant. Mais ça ne peut pas être définitif. Donc ça ouvre la discussion, ça aide. On peut comme ça... bon. Et je crois que... Ouais, ça c'est une étude chinoise qui est extrêmement intéressante parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait les papiers, par exemple les étiquettes, etc., qui étaient contaminés avec le bisphénol S. Mais alors, donc, on est en droit de penser que les papiers normaux, eux, sont indemnes de bisphénol. Eh bien non, parce que les écologistes exigent le recyclage des papiers et ils ne trient pas les papiers qui ont été plastifiés avec du bisphénol S. Et au total, dans le papier normal de votre imprimante, eh ben, vous allez retrouver le bisphénol S en quantité importante. Ouais. Contamination in thermal paper can be spread in other recycled paper. Ouais. Voilà, alors, moi, c'est ma conclusion aujourd'hui, mais dans une semaine, dans un mois ou dans un an, je peux changer d'avis en fonction de l'arrivée des résultats d'autres équipes. Je regarderai, je vérifierai, je pèserai. Voilà, alors sur la base des études les plus récentes, il semble que le remplacement du BPA par le BPS ou le BPF
n'ait pas constitué un progrès significatif pour la protection des populations. Donc on s'est battu 15 ans contre le BPA, vous pouvez ressortir les baïonnettes. Apparemment, il faut se battre maintenant pour éliminer le BPS et le BPF. La toxicité liée à l'absorption digestible semble varier d'un modèle expérimental à l'autre. Ça, c'est vraiment une difficulté. Mais de façon générale, la perturbation endocrinienne semble au moins équivalente avec le BPS et le BPA. Voilà, vous voyez, c'était une conclusion comme ça, on n'est pas très ferme. La persistance environnementale du BPS semble supérieure à celle du BPA.